Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, pour votre participation. N'hésitez pas à me dire si, vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien la présentation. On va attendre encore quelques minutes les derniers participants, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par me préparer. Ah bah, par me pré à me présenter, pardon, et pas à me préparer. Hem et vous en dire un peu plus sur la thématique d'aujourd'hui de notre webinar: «Comment engager mon entreprise dans le Made in France?» Bonjour Julie, son et présentation OK, merci, c'est parfait. J'attends encore quelques réponses, je vois que quelqu'un a écrit. N'hésitez pas à vous servir du chat, en bas à droite de votre écran pour interagir, pour poser des questions éventuellement, pour vraiment nous faire part de vos réflexions. Éventuellement, pour aussi, heu, nous faire part de vos problématiques sur le Made in France et en attendant les derniers participants, heu, voilà, une première question avant de me présenter. Heu, N'hésitez pas à nous faire part dans le chat de vos problématiques actuelles sur la fabrication en France. Est-ce que vous avez des freins? Est-ce que vous avez des interrogations? À l'issue de cette présentation, on gardera un petit temps, d'échange de questions-réponses, et j'essaierai entre les différentes parties de ce webinar de traiter les questions au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir de cet outil, de ce bel outil qui est le chat. Donc je vois que les participants continuent à arriver. On va démarrer. Donc je suis Benjamin Lasserre. Moi, je suis responsable sourcing France au sein du studio La Racine, qui est une agence de design global spécialisée dans la fabrication française et l'accompagnement d'entreprises, artisanales et manufacturières françaises sur des questions de conseil en stratégie de marque, de design et depuis 2020 de sourcing France, avec notamment un outil, une plateforme en ligne qui s'appelle la plateforme La Source Française, qui intègre à la fois une plateforme des fabricants français où tout type de porteur de projet professionnel peut venir déposer une demande et trouver un fabricant français adapté à ses besoins en termes de volume de production, de matériaux recherchés ou de techniques de fabrication. C'est un outil qui est couplé avec un bureau d'études pour, pouvoir vous accompagner sur toute la dimension plus technique des projets, c'est-à-dire, la réalisation de plans, la réalisation de modèles 3D, de rendus 3D, du conseil matériaux et cetera et cetera. L'objet de notre webinaire aujourd'hui, il est, le thème est comment engager mon entreprise dans le Made in France. L'idée, elle est de vous partager un retour d'expérience de, notre point de vue, un partage, justement de notre quotidien, de nos métiers, pour pouvoir, éventuellement voir comment est-ce que vous, vous pourriez trouver dans ces éléments des leviers pour, résoudre vos problématiques liées à la fabrication française ou même, se dire, parce que c'est une réflexion pour beaucoup de chefs et chefs d'entreprise, du moment: «Comment est-ce que moi je peux engager mon entreprise dans le Made in France? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Quels sont les risques? Quelles sont les limites? Quelles sont les opportunités?» Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, il est vraiment, l'objet de notre échange aujourd'hui, de ce webinaire, il est de vous partager ce retour d'expérience et une analyse sur cette thématique et aussi, de vous partager notre vision sur la fabrication en France et sur la recherche de fabricants français. À l'issue de ce webinaire, vous avez, la possibilité d'échanger avec nous, avec moi ou bien avec, Tiphaine qui est mon associé sur le projet et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nous en haut de votre écran. Il y a normalement un bouton, pour prendre rendez-vous, un bouton rouge où là, vous avez la possibilité de booker un rendez-vous avec l'un d'entre nous. C'est un rendez-vous qui est individuel, qui est fait, par téléphone, par Google Meet ou par Skype, qui est, totalement gratuit. C'est un rendez-vous de 30 minutes. C'est totalement gratuit, c'est sans aucun engagement à travailler ensemble par la suite. C'est vraiment une manière pour nous de, traiter de manière plus précise vos problématiques individuelles. Là, aujourd'hui, je vais répondre évidemment à vos questions, mais, difficile d'être exhaustif dans, toutes les réponses, notamment parce qu'on n'a qu'une quarantaine de minutes. Donc voilà, c'est aussi l'objet
Ces petits rendez-vous sont là pour ça. Bonjour, bonjour Audrey, je vois que le nombre de participants a augmenté. Donc sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une introduction, un peu dérangeante en fait, finalement. Une source, qui nous vient d'un sondage réalisé, pour l'agence InSign par OpinionWay, qui nous révèle, qui a été fait l'année dernière et qui nous révèle que seulement un Français sur 2 estime que la mention «fabriqué en France» signifie que le produit est conçu et fabriqué en France. 31 des Français ont, des doutes sur le sens de cette formule. Alors en fait, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que malgré la tendance, le regain d'intérêt que peut avoir, le made in France pour les consommateurs ou bien pour les entreprises, on voit qu'il y a encore une forte confusion à propos de cette appellation. Je J'ai vu dans les commentaires que, quelqu'un signalait justement qu'on utilise des mots anglais pour parler de la fabrication française. Voilà, donc c'est quelque chose qui est pas tout à fait clair pour beaucoup de gens. Et on va voir d'abord avant de av pour nourrir cette réflexion de comment, et pourquoi engager mon entreprise dans le Made in France, on va voir déjà qu'est-ce que ça signifie cette mention Made in France. Combien y a-t-il de participants? À l'heure actuelle, on est 36. D'ailleurs, je vous remercie, je vous salue toutes et tous. Donc la première étape, le 1er point par lequel on voulait commencer aujourd'hui, c'est de clarifier la complexité de ce marquage, Made in France. Déjà, il faut savoir que la mention Made in France, il s'agit bien d'un marquage. Il ne s'agit pas d'un label, il ne s'agit pas d'une certification, ou il s'agit, ou d'une autre appellation. C'est vraiment un marquage de l'origine non préférentielle du produit. C'est un marquage qui est facultatif, donc c'est quelque chose, c'est un choix qui est fait par la marque qui souhaite apposer, ce marquage sur son produit. Mais, contrairement aux quelques abus de langage qu'on peut voir, généralement, il ne s'agit pas, comme je vous le disais, d'un label, d'une certification ou d'une appellation. On va voir qu'il existe des labels et des certifications qui témoignent de la fabrication française, donc on y reviendra plus tard. Mais, voilà, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est un marquage qui est choisi et qui révèle, en fait, l'origine non préférentielle du produit, qui est un terme un petit peu technique, un terme douanier. Je vais y revenir. Et en fait, ce marquage, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, il prend sa source dans la localisation où le produit va subir sa dernière opération, sa dernière, transformation substantielle. Ou bien on parle aussi d'ouvraison dans le domaine textile. C'est un terme un petit peu technique, mais encore une fois, je vais y revenir, c'est un terme douanier. En fait, c'est, le produit, quel que soit quel que soit le produit, on va lui donner une origine qui va être celle où il a subi sa dernière étape de transformation conséquente. C'est-à-dire qu'on a, une petite complexité, une petite confusion, et c'est l'objet de cette la page d'après, c'est qu'on a une confusion qui est régulièrement faite à ce niveau-là, dans le sens où, bah, déjà, c'est difficile d'être exhaustif sur qu'est-ce qui est une opération de transformation substantielle? Qu'est-ce qui en est pas une? Et en fait, la complexité, elle vient justement de la codification douanière, dans le sens où, selon les différents métiers, selon les secteurs d'activité, une opération ou une autre va pas être considérée, comme substantielle, ou bien elle va pouvoir l'être. Donc on a souvent en tête le cliché le t-shirt fabriqué, en Asie, en Chine ou au Bangladesh, auquel on aurait apposé une étiquette, française. Bah, ça constitue pas une opération de transformation substantielle, parce que, ça ne fait pas changer la codification douanière du produit. Par contre, on peut avoir un exemple qui est sur la confiture de fraises, par exemple, où en fait des fraises, qui seraient espagnoles, qui vont être cuisinées, mises en pot, conditionnées, et étiquetées en France. On va voir qu'on a en fait quasiment toutes les étapes de la transformation du produit qui sont faites sur le territoire français, et donc là, on pourrait avoir un produit qui sortirait made in France. Des fraises françaises qui partiraient en Espagne pour être transformées, cuisinées, conditionnées, et cetera, puis, commercialisées en France, elles ne pourraient pas être, marquées de ce marquage Made in France, justement car la dernière opération de transformation substantielle du produit, elle aura été faite à l'étranger. Donc c'est un petit peu technique, je veux pas vous assommer avec ça. L'important il est, puisqu'on est aujourd'hui en train de parler
de cette thématique forte de Made in France, l'important pour nous, il est quand même de clarifier ce marquage. Pour autant, la liste des transformations substantielles par famille de produits, comment est-ce qu'on s'en assure? Eh bien, c'est une information qui appartient principalement aux douanes et en fait, la manière dont nous on recommande en fait nous on recommande à toutes les entreprises qui ont un doute sur la possibilité ou non d'afficher, ce marquage Made in France, on recommande d'aller voir directement, les interlocuteurs qui font foi dans ce domaine et qui est en fait, le service des douanes qui d'ailleurs, et je vais vous en parler, a vu depuis l'année 2020, une explosion du nombre de demandes de certification, enfin d'informations sur le Made in France, parce que c'est la procédure dont je vais vous parler là, qui vient vous permettre d'apposer ou non ce marquage. Vous le voyez en dernière ligne de la page, entre 2017 et 2021, les demandes d'IMF, d'indication demande d'information sur le Made in France, ont vraiment bondi de 242, ce qui est quand même énorme. Elles ont, plus que triplé. C'est assez considérable de voir qu'en 2017, on en a eu 193 dans l'année et sur, l'année 2021, on était à 660. Donc qu'est-ce que c'est l'IMF? L'IMF, c'est un formulaire que vous pouvez adresser aux douanes par voie postale. Comme je disais, c'est une demande d'information sur le Made in France qui se réalise avec la DGDDI, la Direction générale des douanes et des droits indirects, qui ensuite vous permet d'avoir une validation du fait que vous pouvez afficher en toute légalité le marquage Made in France. Il y a des organismes de contrôle aussi qui vont pouvoir, vérifier que ce marquage est légitime ou non. C'est pas quelque chose, d'encore trop, en place. Disons que le Made in France n'est pas encore répressif. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent justement pour dénoncer les pratiques de franco-lavage et cetera. C'est-à-dire, un pull qui serait fait à l'étranger et qui aurait du bleu, blanc, rouge partout, ça garantit pas pour autant que le produit est fabriqué en France et ça va pour autant tromper le consommateur. Donc l'idée, elle est vraiment que, avec cette procédure, vous vous assurez la possibilité d'afficher ce marquage en toute tranquillité et en cas de contrôle, vous pouvez présenter ce document et être couvert en fait parce que vous avez, bah, le feu vert de la douane. Comment, les contacter? Donc c'est ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est que c'est un service, qui a été renforcé en 2022, je crois, en avril, ou en mai 2022. Donc c'est tout récent. La douane a structuré un service dédié à ces demandes-là, qui s'appelle le SOMIF, le service, le service d'origine, le service de l'origine et du Made in France, voilà, je vais y arriver, pardon. Et donc vous pouvez, aller directement sur leur site internet, les contacter par téléphone ou bien me solliciter. Moi, on a des contacts directs chez eux aussi, si jamais vous voulez être entrer en contact avec eux. Je vois qu'il y a quelques questions, je voudrais pas les louper. Sachez que je vais y répondre, je vais y répondre après. Mais oui, de la dernière que je vois, oui, je pourrais, vous envoyer une copie de cette présentation sans problème. N'hésitez pas à me la demander par mail, je vais vous donner tout de suite mon mail dans le chat, moi aussi. Voilà, donc une manière de s'assurer d'être en règle, c'est évidemment de voir avec les douanes pour s'assurer d'être en conformité avec ce marquage. Une autre des manières, elle est d'avoir recours à un organisme qui va être considéré plutôt comme privé ou indépendant en tout cas, et non public. Et on va voir qu'il y a différents types de, de, comment dire? De marquage, de label justement et d'appellation que vous pouvez aussi indiquer sur, vos produits, mais qui ont un cahier des charges encore beaucoup plus spécifique, bien particulier. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France, j'aurais peut-être dû, vous le dire dès le départ, mais en fait, on n'a aucun label d'État spécifiquement dédié au Made in France. Ça n'existe pas, il y a justement ce marquage facultatif qui peut être confirmé par les douanes, mais on a, sinon aucun label public justement qui vient trancher cette origine du produit. Pour autant, on a quand même, des certifications et labels comme le label Origine France Garantie où là, c'est un organisme qui est détenu par, l'association Pro-France et qui va faire certifier que 50, plus de 50 de la valeur ajoutée, ou du prix du produit est acquise sur le territoire français. Donc ça, c'est certifié par un bureau indépendant, par l'AFNOR
par Bureau Veritas et ensuite vous avez la certification Origine France Garantie qui peut être remise à l'un de vos produits. On a également des labels, un label qui, fait foi ou en tout cas peut rassurer, qui est le label entreprise du patrimoine vivant, qui est ce qui se rapproche le plus d'un label public dans le sens où c'est quand même un label d'État. Par contre, c'est un label qui vient marquer le fait que l'entreprise va détenir un savoir-faire, transmis de génération en génération, donc vraiment un patrimoine vivant. Pour autant, il y a aussi des entreprises du patrimoine vivant qui ont une partie de leur production en France et une partie à l'étranger. Hem et on ne porte pas de jugement de valeur sur ça, mais en tout cas, c'est pas parce qu'une entreprise est labellisée EPV que tous ses produits sont made in France. C'est un peu là la distinction. D'ailleurs, la certification Origine France Garantie, elle est remise sur des produits, tandis que le label EPV est remis à des entreprises. Voilà, j'essaye de pas trop vous assommer avec ça. On a aussi d'autres labels qui est, dans l'univers du textile, comme le label France Terre Textile, qui va être remis à des entreprises et des produits qui vont, réaliser plus de 75 des étapes de production du produit sur le territoire français. Donc c'est un des labels les plus exigeants. Voilà des labels auxquels vous pouvez vous fier et après on différencie ces labels des appellations, qui sont plutôt dans le domaine, agroalimentaire, donc les AOC, les AOP et ensuite on a aussi quelques indications, de l'origine géographique du produit qui peuvent être de bons repères pour, s'assurer de la provenance du produit. Donc on en a 4 en France, indication, géographique porcelaine de Limoges, granit de Bretagne, les sièges du DIFA. On avait aussi, un logo qui a été lancé par France Industrie en novembre 2021, qui, est le logo fabriqué en France. Voilà, qui est un logo qui se diffuse progressivement, mais qui, je pense, vous l'aurez vu, n'est pas non plus encore, malheureusement sur le devant total de la scène, dans le sens où on ne le voit pas encore. Donc, voilà, la référence, c'est vraiment le logo Origine France Garantie, si vous avez des doutes. En effet, je vois que dans les commentaires, vous mettez que la certification a un certain coût. C'est le cas et toutes les entreprises peuvent peut-être pas se le permettre, mais en tout cas, c'est un gage de qualité important et qui peut apporter de la, transparence et de la clarté à, vos clients, vos consommateurs, point sur, lequel on va revenir dans un instant. Ce qu'il faut retenir, juste si vous avez des doutes et pour clôturer cette première partie, c'est que, le produit pour qu'il soit made in France, s'il a été fabriqué en France à partir de matériaux, et de composantes non françaises, il faut qu'il affiche une codification douanière différente de celle de ses matières premières. C'est mon exemple avec les fraises et la confiture de fraises. Les fraises ont une codification douanière, la confiture de fraises a une autre codification douanière, ça veut dire qu'entre temps, il y a eu une étape de transformation substantielle. Donc ça peut être un bon indicateur. 2e, c'est de respecter un seuil maximum de ces val de valeur de ces matières premières et composants non français par rapport au prix. C'est-à-dire qu'un produit, dont, 90 du prix provenait d'une matière étrangère ou, justement qu'il y ait une toute petite opération de transformation et qu'elle soit pas suffisamment substantielle pour changer la valeur du produit, ça ne fonctionnerait pas. Bon après, il y a aussi le fait que quand, vous sortez un produit made in France, la plupart du temps, vous enfin, vous voyez justement à quel point il a pris de la valeur sur le territoire, et c'est en ça où je dis, si le produit a fait l'objet justement de certaines, opérations de transformation sur le territoire et qui est en plus composé de matériaux français, à ce moment-là, vous avez, quand même de certaines certitudes. Mais surtout, et c'est ce dernier point sur lequel je veux insister, en cas de doute, nous, on recommande vraiment de s'adresser à cet organisme des douanes, à ce service des douanes, le SOMIF, parce que c'est une demande qui est totalement gratuite, qui est non, contraignante et qui, en fait, vous garantit en cas de contrôle, justement, d'être couvert, pour avoir affiché le marquage. Je vais prendre quelques questions, je parle beaucoup, je me rends compte que le temps passe, le temps file. Je reprends quelques questions. Hop, hop, hop. De notre côté, on souhaite le dire en français, mais c'est la formule anglaise qui est la plus recherchée sur Google. Donc oui, en effet, malheureusement ou pas d'ailleurs, hein, enfin l'abus de langage made in France est formulé en anglais. C'est surtout, je de mon point de vue, un pied de nez au made in China qu'on a vu inonder les marchés pendant des années. Donc c'est aussi un rappel un peu fort. C'est vrai qu'on pourrait être encore plus engagé et dire fabriqué en France, des entreprises le font. C'est,
C'est un choix. Je vois que vous mentionnez curieux de caler son langage sur Google, de pouvoir sortir et peut-être on aurait plus de prise de conscience. C'est possible après c'est vrai que, Google, c'est quand même un instrument un peu incontournable pour faire du business. Donc je comprends aussi je comprends aussi, le choix des entreprises à afficher la mention Made in France. Voilà, bah, je vois que c'est les réponses qui sont données ensuite. Très bien. Quels sont les secteurs qui recherchent le plus le made in France? Alors tout va dépendre. Nous, sur la source française, qui est la plateforme dont je vous parlais au départ, où en fait on les entrepreneurs, les porteurs de projets, les gens, tout type d'acteurs professionnels qui veulent relocaliser, viennent déposer des demandes. On a des demandes très variées. Nous, on est multisecteur, donc on a des demandes à la fois, dans l'univers de la maroquinerie, de la céramique, de l'injection plastique, de l'inox, heu et en fait 44 de nos demandes viennent quand même du secteur textile. Donc en fait, si je devais dire les secteurs qui sont le plus recherchés sur le Made in France, c'est encore, quand même les filières historiques productives françaises, donc le textile, le bois, le cuir, la céramique, le verre éventuellement, même si, la filière verre a été bien mise à mal aussi. Voilà ce que je pourrais vous dire. Y aura-t-il un replay de ce webinaire? Oui, n'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous le transmettre sans problème. J'avance un tout petit peu, je prendrai les questions, les questions ensuite, mais merci en tout cas pour votre, dynamisme et vos questions. C'est un plaisir d'échanger. Compte, compte tenu du fait qu'on met en avant le made in France, nous on est tout à fait lucide sur, ses avantages, son potentiel, mais aussi ses limites. Après on va commencer tout de même par, repositionner les limites d'une fabrication étrangère qui, sont en fait des limites, qui se révèlent à chacun, et de plus en plus en fait, sur notamment, toutes les questions, des problématiques de transport, qu'elles soient pour votre entreprise en niveau de termes, de délais, des coûts de transport qui augmentent, mais aussi en termes de coûts environnementaux, hein, parce qu'on est, on est quand même dans une situation, on a eu un été particulièrement, chaud et qui doit nous alerter à tous et de se dire qu'en fait, on a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que les productions à bas coût à l'autre bout du monde, c'est un système qui, ne peut plus marcher, qui ne marchera plus et en fait, on a des grands acteurs qui sont en train d'en prendre connaissance et de se mobiliser sur ça. Donc au-delà des écueils principaux que peuvent générer la fabrication à l'étranger, comme ce que je vous mets là, le niveau de qualité difficile à obtenir, des problèmes de confidentialité, et de respect de la propriété intellectuelle avec des entreprises qui vont faire fabriquer en Chine des innovations, puis se font voler les brevets. C'est arrivé à certaines personnes. C'est aussi peu de flexibilité dans la production, le passage de petites aux grandes séries, des problèmes justement sur le respect des délais qui ont une forte importance pour une marque, hein, qui a un peu loupé une saison justement à cause de retard dans les productions. Le fait aussi qu'on a une faible disponibilité de main-d'œuvre qualifiée sur des projets un peu plus complexes et enfin, un point qui, est un peu, de mon point de vue en tout cas, une éclaircie dans ce ciel un peu gris, c'est l'augmentation des coûts du personnel à l'étranger aussi parce qu'on a des pays qui justement élèvent les salaires et ça va dans le bon sens en fait, hein. C'est tout à fait normal justement de payer que ces gens soient payés décemment, et il est, intolérable de continuer à sous-payer des personnes pour faire des opérations donc ça c'est aussi un des avantages de se dire, que l'augmentation des coûts du personnel en fait nous défavorise enfin, pour le mieux, hein, défavorise, ces pays-là dans leur compétitivité par rapport à nos ateliers français. Je vois qu'il y a des questions, tac, 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 qui n'est que fait ça se alors, un problème qui n'est que très rarement abordé est le fait que certaines sociétés françaises ont des structures de production avec des investissements qui permettent des coûts intéressants et compétitifs, alors que le fabriqué en France est compris comme plus coûteux. Je suis pas sûr de totalement saisir le sens de la question, mais en fait, en quelque sorte, j'imagine que vous voulez dire par là que certaines structures justement qui investissent et se modernisent, peuvent avoir des atouts intéressants et c'est le cas en France aussi. Tandis que la partie plus artisanale du Made in France, comme celle qui est
peu automatisée et peu automatisable, peut être en fait plus coûteuse parce que le principal, composant du prix va être le temps passé à la production qui, le temps est justement rémunéré en France et assez cher. Il n'est pas toujours vrai que fabriquer en France soit nécessairement synonyme de bonne qualité. Alors ça, pareil, il y a une grande lucidité à avoir sur ce sujet-là. On est, aussi en phase de rattrapage sur de nombreux sujets. On a perdu des savoir-faire, on est en train de les reconquérir progressivement. On est loin d'être arrivé, mais c'est un combat de tous les jours pour reconstruire des filières, pour progresser, pour réembaucher, pour requalifier du monde. Et en effet, on a des ateliers, il est important de se l'avouer. Il y a des ateliers qui travaillent très bien au Portugal sur la chaussure, sur, le textile et c'est pas une hérésie de le dire. C'est des gens qui ont su maintenir des savoir-faire, qui ont su très bien travailler et qui sont très compétitifs, actuellement nous on encourage et on recommande la fabrication française pour, plein d'aspects que justement je vais mentionner là. Mais il faut être réaliste et se dire qu'en effet, une fabrication française, ça se prépare, ça se, mince, ça se prévoit dès la conception du produit pour qu'elle soit une réussite. Et bah, d'ailleurs, ça me fait une parfaite transition parce que, quand on met un peu la fabrication française en question, nous, on est des fervents défenseurs évidemment. Par contre, il faut être lucide sur, les freins qui sont généralement identifiés. Donc que ce soit le coût de la main-d'œuvre, qui est en effet plus important, des savoir-faire parfois peu automatisés ou peu automatisables, parfois, une productivité qui est un peu moindre parce qu'on a des outils de production qui sont, moins volumineux ou en tout cas, la difficulté de passer sur de la très grande série. Et justement, parfois, c'est aussi, une absence ou un vide dans la chaîne de valeur entre les différentes phases d'ajustement du projet. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes quand on veut faire du prototypage et de l'industrialisation et parfois il y a un petit chaînon manquant, en tout cas qu'il faut reconstruire pour réaliser les étapes intermédiaires. Mais par contre, et c'est là où on a un vrai intérêt et nous on recommande vraiment la fabrication, locale, c'est qu'on va avoir des acteurs qui présentent des avantages pratiques beaucoup plus importants de notre point de vue que ces quelques limites, notamment dans la capacité d'adaptation et de création. C'est-à-dire que de traiter avec des interlocuteurs proches de vous, c'est aussi bénéficier de leur expertise, d'une meilleure réactivité, de leur expérience, de pouvoir, échanger avec eux, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir, voilà, finaliser vos projets de fabrication avec eux en étant, en étant proche et en étant concrètement investi à leurs côtés et ça, c'est quelque chose qu'on va revenir aussi sur, le comment fabriquer en France et bien sûr, bon, bah, c'est des points que je mentionne pas trop parce que c'est souvent ceux qui reviennent et je pense que tout le monde ici les a en tête, sinon on participerait pas ensemble à ce webinaire. C'est bien sûr les dimensions sociales, éthiques et écologiques qui sont amenées par une fabrication française. C'est un des gros avantages, c'est qu'une fabrication française, c'est de la création d'emplois, directs, enfin de l'économie injectée directe. Et puis c'est aussi des conséquences écologiques qui sont souvent, beaucoup bien meilleures, enfin, moins importantes vu que c'est des conséquences, mais des avantages, très concrets de limitation des transports et cetera. Après ça fait pas tout aussi, on a aussi des sujets d'éco-conception des produits, qu'il faut intégrer dès le départ dans la fabrication française pour qu'on ait un produit qui soit réellement vert et pas, réalisé comme au siècle dernier, personne n'aurait d'intérêt à relancer une industrie française qui serait calquée sur le modèle du siècle précédent. Si on veut, contribuer à relancer une industrie française forte et compétitive, il faut que ce soit une industrie qui soit verte, il faut que ce soit une industrie qui soit numérique, il faut que ce soit, une, une industrie qui soit moderne aussi pour être compétitive. Et on va voir que, c'est un engouement qui est, non seulement, fait par, enfin, qui est réalisé par les entreprises, car il présente des avantages pratiques conséquents, mais aussi qui est plébiscité par les consommateurs. Je vois que des questions arrivent, faire en France n'est pas forcément cher, en effet. En réalité, il faudrait répertorier où l'on est bon et on ne peut pas y être partout. Le cycle de vie, alors bah, je vous rejoins et c'est totalement le travail sur lequel nous on s'emploie à déjà recenser ce qu'on sait faire en France, ce qu'on sait bien faire en France et pour pouvoir trouver des moyens astucieux de recréer des filières qui ont disparu et qu'en fait, se baser sur des savoir-faire existants pour pouvoir les reconstruire.
Tac, tac, tac. Le cycle de vie d'un produit en France ne devrait pas avoir les mêmes contraintes que ceux qui sont importés. Alors le cycle de vie, c'est, les analyses du cycle de vie, c'est des sujets, vraiment très, 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 très importants et qui sont cruciaux justement pour, parvenir à des produits qui soient, demain, facilement recyclables, qui soient éventuellement réparables. Donc ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. La méfiance des fabricants, français entre eux. Ah oui, bon après il y a des il y a des abus évidemment partout, hein, je ne doute absolument pas de votre témoignage. J'avance un tout petit peu parce que je vois que le temps passe et c'est surtout, sur la troisième partie de la présentation que je voulais insister aujourd'hui. Juste vous partager quelques chiffres sur l'engouement des Français, en tout cas pour la consommation française. Donc là, je vous montre volontairement quelques chiffres qui ont été, relevés par Odoxa, au plus fort de la crise du covid, donc en mars 2020, donc qui datent un petit peu, mais qui ont montré évidemment un élan, faramineux pour, le retour à, une industrie plus locale, des produits relocalisés. On avait 9 Français sur 10 qui étaient prêts à accepter que les productions des industriels français soient relocalisées, même si, ça augmente le prix final. Un engouement vraiment très fort à ce moment-là qu'on peut remettre en question et en fait, ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'on observe que de cette, tendance qui a pu émerger pendant quelques mois, on a vraiment glissé vers une habitude de consommation et qu'en fait, on est sur quelque chose qui, contrairement aux précédentes, vagues d'essor du Made in France, on a quelque chose qui, est en train de se pérenniser. Comme je le disais tout à l'heure, on retrouve maintenant, donc bon, on n'est pas exactement sur le Made in France, on est plutôt sur la production locale. On voit des, grands et grandes, chefs d'entreprise, à la tête de, grandes institutions bancaires, financières ou industrielles. Notamment j'ai en tête notamment une interview dans Les Échos de début septembre, sur, de la présidente de la banque Citi, qui dit qu'on a exagéré sur les productions à l'étranger et qu'en fait le retour à une production plus locale va désormais être incontournable. Et nous, c'est vraiment ce qu'on croit, c'est ce qu'attendent les consommateurs et en plus de ça, c'est que, les entreprises ont tout intérêt à être à l'avant-garde de ce processus pour pouvoir justement en bénéficier et ne pas être, en retard justement au moment où en fait ça va redevenir la norme. Pas forcément, et je vais être totalement transparent sur ça, pas forcément exclusivement sur la France, parce qu'il y a en effet un rattrapage considérable, hein. On a délocalisé pendant 20 voire 30 ans, il y a un rattrapage qui est énorme, qui ne se fera pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, il vaut mieux, de notre point de vue, être à l'avant-garde de ce mouvement pour pouvoir être prêt quand justement le flux complet va arriver. Donc juste pour attester de ces propos, ma volonté a été de vous partager quelques chiffres qui montrent justement qu'on est passé d'une tendance à une vraie habitude de consommation, notamment chez les consommateurs. Fin 2020, suite aux chiffres que je vous avais montrés, on a, 64 des Français qui indiquent avoir augmenté leur consommation de produits fabriqués en France. Parmi eux, et c'est là que le chiffre prend tout son intérêt, on en a 96 qui envisagent désormais de consommer autant, voire plus qu'avant ce type de produit. Ce qui est vraiment impactant là, c'est de voir que, certes, on est presque à 2 tiers des Français qui, se sont laissés aller à l'engouement, qui ont contribué et c'est super, mais on aurait pu se dire que ça retombe. En fait, on a un témoignage qui nous montre que parmi ces 64 de Français, on en a la quasi-totalité qui, justement continue et souhaite rester dans cette dynamique. Autre, indicateur, assez fort, c'est le témoignage des chefs d'entreprise qui montre que presque donc 69 des chefs d'entreprise en début d'année dernière montrent qu'ils ont observé une accélération de leur chiffre d'affaires lié au Made in France. Et pourtant, les dirigeants il y a encore un vrai rattrapage à faire entre les dirigeants et les consommateurs, parce qu'on a une vraie attente des consommateurs à ce niveau-là. Et actuellement, l'année dernière, on avait seulement 46 des dirigeants qui considéraient que, le premier levier pour une marque 100 française reposait sur une production, un assemblage, une conception, faite en France et des matières, bleu, blanc, rouge. Mais cette même question, quand elle est posée chez le grand public, on voit qu'elle atteint les 70. Ce qui est quand même, un très bon indicateur pour les chefs d'entreprise pour se dire: «Mon consommateur, mon client final attend justement un engagement plus fort de ma part sur ces sujets». Le temps passe, je pourrais vous partager, comme ça a déjà été demandé, les quelques chiffres, que je vous présente ici, qui sont issus encore de cette enquête réalisée par OpinionWay.
qui montrent qu'en fait, voilà, l'année dernière, on avait 40 des dirigeants qui commençaient déjà à qui affirment déjà avoir entamé des démarches de relocalisation, soit de leurs achats, soit de leurs activités en France et qui en fait, pour la quasi-totalité d'entre eux, enfin 86, qui pensent que la relocalisation serait une solution pour améliorer positivement notre économie. Donc c'est en fait un mouvement global qui inclut à la fois chefs d'entreprise et consommateurs. Au-delà de ça, et puisqu'on parle, c'est une conférence dédiée à justement comment engager mon entreprise dans le Made in France, on va voir qu'en fait les Français, les consommateurs, ils vont avoir des attentes qui se précisent de plus en plus, sur le Made in France. C'est-à-dire que certes, on a vu ce mal de clarté, mais on va voir surtout que, les Français réclament de plus en plus le Made in France pour, le respect de l'environnement et notamment chez les 18-24 ans. Et donc c'est assez significatif aussi de voir que, les dimensions d'un point de vue, générationnel, la valeur du Made in France est pas forcément la même. On va avoir peut-être sur les tranches un peu au-dessus de 18-24 ans, un engagement plus fort sur les questions éthiques, sur la question de la production plus éthique, de pas faire travailler à l'autre bout du monde, des enfants ou des gens dans des camps de travail presque, on peut le dire. Les générations encore au-dessus, la génération 40-60 ans, on va être plus sur des considérations, territoriales. L'impact d'une économie directe, de l'impact sur l'économie directe justement d'une consommation française. Et les nouvelles générations, on va être sur les 18-24 ans, on va être plutôt, attentif au respect de l'environnement. Le fait de passer par des produits en circuit court. Hem Et en fait, quand on lit un petit peu à travers ces chiffres, entre ces lignes, on va avoir des attentes consommateurs qui se précisent, que je vous ai listées un petit peu ici. C'est une volonté de clarté, de transparence, une volonté de qualité, de durabilité, un engagement sociétal, un engagement écologique. Et ça, c'est des tendances qu'on peut lire justement à travers ces sondages que je vous ai pas mis, l'intégralité du document, mais n'hésitez pas si vous souhaitez la source. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces tendances, ces attentes consommateurs qui se précisent, le Made in France va pouvoir vous permettre de répondre à chacune d'entre elles, que ce soit dans, l'univers textile, l'univers, manufacturier. Mais en fait, si on prend d'autres exemples un peu en dehors de notre secteur, on va voir que c'est aussi, la raison de l'explosion d'applications comme Yuka et cetera, qui permet de scanner en fait, vous connaissez peut-être, qui permet de scanner les produits, en, supermarché ou autre et de voir la composition, de voir la qualité. Les gens sont en recherche de qualité, de durabilité, de transparence et veulent justement, avoir des garanties sur, l'impact au niveau de l'écologie de leur consommation. Je prends, avant de passer à cette dernière partie, je pense, tac, 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 je prends quelques questions. Qu'est-ce que je pense des marketplaces actuels, places de marché, qui vendent du soi-disant fait en France et se multiplient aujourd'hui? Je c'est difficile à dire, je me permettrai pas d'apporter un jugement de valeur ou un jugement de business. Je pense que c'est évidemment, un plus, hein, d'encourager la fabrication française et c'est très bien que ces acteurs se multiplient. Après, il est difficile de rajouter, des intermédiaires dans le cadre de la consommation de produits qui ont déjà un prix un peu élevé et ces gens-là, il faut bien qu'ils vivent, donc c'est normal qu'ils se tirent une commission ou une marge des ventes qu'ils font. Donc c'est bien de faciliter l'accès aux produits fabriqués en France. Après, moi, mon créneau, il est plutôt sur le fait d'encourager, aussi les entreprises à se mettre au made in France et à, en faire une réflexion à part entière et pas seulement sur un ou 2 produits gadgets dans leur production. Il y a un point auquel moi je suis très attaché, c'est le fait qu'on ne peut pas tout laisser, tout faire reposer sur le consommateur, dans le sens surtout en des temps comme ceux qu'on vit actuellement où le pouvoir d'achat des consommateurs, il est égratigné, un peu de toutes parts. Pour moi, et ça c'est très personnel, je pense que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la mesure du possible, heu dans l'encouragement d'une économie plus locale, dans de l'approvisionnement français sur des matériaux. Non seulement parce que ça présente des risques, des avantages pour limiter le risque d'approvisionnement, mais aussi parce que, j'ai la conviction que, avant de com pour commercialiser des produits de qualité, ils peuvent aussi, se sourcer sur le territoire.
Les produits à bas coût sont mis en avant dans beaucoup de magasins et ils viennent directement à nous, alors que ce qui fait en France avec une démarche éco-locale, il faut les chercher. C'est très juste. C'est très juste, en fait, on a un acteur assez incontournable qui de la consommation en France qui s'appelle la carte française. Heu, dont, le fondateur, Charles Huet, qu'on connaît un peu, a un message assez fort qui est, composé en 4 points que j'espère ne pas massacrer. J'espère que si Charles, tu vois cette conférence, tu ne m'en voudras pas. Pour consommer en France, déjà, il faut le vouloir. Ensuite, il faut, pouvoir le trouver, les produits français et enfin, il faut le pouvoir. C'est-à-dire que dans termes de pouvoir d'achat, il y a cette implication, il me manque le quatrième point, vous l'aurez remarqué. Mais donc en fait, il y a plusieurs enjeux de connaissance, de pouvoir d'achat, de volonté et en fait, le fait de faciliter l'accès aux produits français, c'est une chose. Le fait de pouvoir flécher du pouvoir d'achat vers, ces produits-là, c'en est une autre et d'ailleurs je vous invite à aller voir ce que fait la Carte française, qui est une super entreprise et qui permet justement heu, de, de rediriger du pouvoir d'achat, notamment, via les comités d'entreprise et cetera, vers la consommation française. Tac, 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 les relocaliser souvent après des ruptures d'approvisionnement, ceci va-t-il durer? Heu, ils relocalisent souvent après des ruptures d'approvisionnement, ceci va-t-il durer? Bah, écoutez, ça c'est difficile de se projeter. Après, l'idée elle est quand même de voir que, la relocalisation elle présente des avantages pratiques pour les entreprises, donc une meilleure réactivité, meilleure flexibilité et après un partenariat sur le long terme. Difficile d'être dans la tête de tous les chefs d'entreprise, donc j'ai très difficile pour moi de vous donner une réponse précise sur ça. Mais en tout cas, moi, je continue à penser que, aujourd'hui, on est à l'aube d'un grand mouvement qui va encourager des productions plus locales et pour ça, je pense que le plus tôt on se positionne, le mieux c'est pour les entreprises. Prenez le métro et regardez comment sont habillés les 18-24 ans. Les Français pensent à ça, oui, mais peu passent à l'acte, problème de pouvoir d'achat, voilà. Je lis les questions et je vois qu'on est dans le thème. Pendant que celles qui sont importées n'ont pas de contraintes, ce n'est pas normal, c'est là que le gouvernement doit faire quelque chose. Il y a un souci d'importance faible du marché interne français. Regardez 1083, ils n'ont pas accès à un marché comme l'Asie, qui a déjà un marché interne, qui a pas de mesure avec le marché qui font que les sociétés exportent également, faute de quoi leurs coûts seront toujours, supérieurs. Alors le sujet 1083, c'est encore particulier parce que, pour, connaître un peu le fondateur Thomas, ce serait pas une volonté de 1083 de faire fabriquer des, jeans en France pour les commercialiser en Asie. Parce qu'il y a un vrai engagement écologique, donc l'idée elle est plutôt de reconstruire des filières, d'accéder à un marché français qui est en effet pas infini, mais qui est un peu qui présente notamment, quand même du potentiel et plutôt d'aller grappiller, je ne veux pas me parler pour eux, mais plutôt d'aller grappiller des parts de marché à un Levi's ou un autre acteur étranger justement qui vient, truster le marché français en disant: «Mais moi je fais des jeans au même prix que les Levi's, par contre, ils sont fabriqués en France, ils créent des emplois, ils créent des filières, ils font de la formation et ils ont un impact écologique, ouais. Il nous reste une quinzaine de minutes, j'avance un tout petit peu sur justement parce que le thème, il était quand même aujourd'hui de comment engager mon entreprise dans le Made in France et pour ça, il faut voir comment est-ce qu'on peut trouver, un fabricant français pour sa production. Qu'il est difficile de relocaliser des usines entières, mais par contre de se réapprovisionner en France, de trouver des sous-traitants en France, c'est quelque chose de possible. Par contre, c'est quelque chose qui se prépare, c'est une pratique qui, ne doit pas être, prise à la légère dans le sens où, nous on le dit, on le rabâche, un produit qui veut être fabriqué en France, il doit être pensé pour une fabrication en France dès sa conception. C'est-à-dire que, c'est quasiment systématiquement un échec de prendre un produit fabriqué en France, de le rapatrier de la même manière et de le contre-typer sur la France. En fait, c'est un produit qui a été, conçu pour, des coûts de pour des faibles coûts de production donc en fait, il est pas adapté à une fabrication française. On l'a vu avec je vous invite à aller voir l'exemple des boîtes à histoire, des boîtes à jouets Luni, qui ont commencé à faire fabriquer leurs produits en Chine et qui s'étaient promis de relocaliser un jour et qui, au moment où ils sont rentrés,
en France, ils sont passés par un bureau d'études pour optimiser leur procédé de fabrication à une fabrication plus locale et donc on réussit par l'intervention de ces spécialistes à diminuer les opérations de fabrication. Donc on est passé de 14 vis à l'intérieur de la boîte à histoire pour faire tenir la carte centrale à 4 vis. Donc c'est un procédé qui nécessite moins d'intervention de l'homme, donc du temps gagné, donc des coûts gagnés sur le marché français. Donc juste pour vous dire, j'avance un petit peu, il nous reste une dizaine de minutes, un peu moins, sinon je vais me faire taper sur les doigts par l'organisation du webinaire. Non, juste se dire que, comme je vous le précisais un petit peu, la recherche d'un fabricant français et même en fait le processus de relocalisation ou de rapatriement d'une production en France, elle doit être vue comme un processus évolutif et pas la quête d'une fin en soi. C'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, mais j'ai pas peur de la dire. Si vous cherchez absolument la perle rare, par définition, ça va être une recherche compliquée puisqu'elle est rare. Donc en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est 3 grands éléments pour aboutir au fabricant que vous recherchez, à votre fabricant idéal. Ça se travaille, ça se construit et pour ça, on recommande 3 pratiques suivantes. La première, être dans une posture apprenante. La deuxième, adopter un fonctionnement pragmatique et la troisième, c'est se rendre crédible et intéressant pour vos interlocuteurs. Je vais y revenir. Juste sachez que si c'est, une des réflexions qui, vous interpellent, qui vous intéressent, sachez que nous, au sein du studio La Racine, via nos différentes activités de design, produits, de sourcing et même de conseil en stratégie de marque, on peut vous accompagner à chacune des étapes de ce processus, y compris que ce soit dans la conception ou même après jusque dans la commercialisation, dans le fait de marketer votre produit. Ça fait vraiment partie de nos expertises, notamment sur des produits fabriqués en France. Le premier point, il consiste justement à se positionner dans une posture apprenante. Être posté dans une posture apprenante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'avant de partir sur de la fabrication française, il est important d'être préparé, d'avoir un cahier des charges un peu précis à confier à l'industriel que vous voulez solliciter. Avoir un prix cible, quitte à le retravailler derrière, mais avoir de la visibilité sur les volumes de commandes, sur les techniques qui vont être requises pour votre production, sur les matériaux envisagés pour votre produit, sur les délais de fabrication, pour que, lui ou elle puisse se projeter facilement sur, ce projet de fabrication et pour ça, quelque chose c'est quelque chose que nous on encourage, c'est vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner sur les sujets techniques. Ça va vous permettre, déjà de challenger un peu votre idée initiale, de, hem de derrière, en plus de ça, pouvoir optimiser éventuellement votre produit à une fabrication plus locale et donc nous, on recommande vraiment de se faire accompagner par des bureaux d'études, les designers, des professionnels du secteur et encore une fois, si nous, on peut intervenir à ce sujet. Le dernier point, il est vraiment d'apprendre à parler la même langue que les fournisseurs et à se nourrir de leurs connaissances et de leurs compétences. C'est vraiment un point, nécessaire. Comme je vous le disais, parfois, il faut pouvoir trouver des savoir-faire alternatifs, enfin des savoir-faire pour des productions alternatives et nous, on a vu justement, on voit souvent dans des projets que, on confie des projets à des fabricants qui n'ont jamais réalisé, ce type d'objet, mais par contre, qui ont tous les savoir-faire en interne pour pouvoir les réaliser. Je vous prends un exemple très concret qu'on a traité à la source française. Une marque d'accessoires de yoga qui souhaite faire des petites haltères en France, et qui cherche un partenaire pour faire ces petites haltères, bah, on a pu l'orienter évidemment vers des fonderies et cetera, mais sur des petits volumes de production, on l'a aussi orienté vers un fabricant de fer à cheval qui, en fait, via un processus de fonderie, est capable techniquement de faire de la terre. Pour l'instant, ils n'en avaient jamais fait, mais par contre, avec un petit peu de développement, ils vont être en mesure justement de, se positionner et d'arriver à livrer un produit conforme aux attentes du client. Je prends un exemple un peu grossier, mais en plus, il ne reste pas beaucoup de temps, mais en gros, être dans une posture apprenante, c'est aussi se dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous dites: «Je cherche un fabricant de couverts en bois personnalisables», je vais pouvoir, faire toutes les recherches que je veux. Peut-être qu'il y en a pas en France, peut-être que ça n'existe pas, et donc j'ai 2 solutions. Soit je me dis: «Bah, en effet, il n'existe pas de fabricant de couverts en bois personnalisable en France». J'abandonne, je me tourne, vers l'étranger et on s'arrête là. Par contre, si vous arrivez chez un menuisier ou chez un autre type de fabricant qui puisse être équipé, qui puisse travailler le bois, qui puisse être équipé d'une fraiseuse numérique, qui pourra ensuite, faire la découpe, que vous arrivez avec vos plans,
avec tous les éléments techniques dont a besoin le fabricant pour, se projeter sur le produit avec des éléments précis. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous proposer de faire, des couverts en bois. S'il est équipé d'une graveuse laser, il va pouvoir vous faire la personnalisation et en fait, selon, le degré d'automatisation de ce fabricant, ses capacités en termes de volume de production et cetera, c'est peut-être un industriel qui va vous permettre de faire vos couverts en bois, quand bien même, lui, il n'en aurait jamais commercialisé auparavant. Et c'est aussi ça, je prends beaucoup de temps, mais j'insiste vraiment sur, c'est aussi ça l'avantage d'une fabrication locale, d'une fabrication française, qui est de se dire: «Je passe par des interlocuteurs qui ont une grande capacité d'adaptation et qui peuvent s'engager à mes côtés sur les projets». Le deuxième point, j'accélère un peu, c'est aussi d'adopter un fonctionnement pragmatique. L'idée, elle est vraiment d'être à la recherche de solutions, pas de miracles. C'est un peu la continuité de ce que je vous disais là. Si la demande n'existe pas parfaitement, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Il y a des moyens, des savoir-faire astucieux pour, lever ces problématiques et pour ça, on encourage nous vraiment à ne pas sous-estimer le potentiel de l'écosystème. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la source française, de recenser le plus de fabricants français possible qui connaissent leur secteur, qui peuvent être force de proposition vers des confrères, quand bien même eux ne seraient pas pertinents pour répondre au projet et aussi de pouvoir bénéficier de leur expertise pour faire évoluer à la marge le projet pour, le rendre réalisable. Ça peut être, retravailler juste, changer la hauteur de la anse de l'oreille d'une tasse, pour, enlever un 10 du prix de fabrication. Voilà, il est important justement de pouvoir se nourrir aussi de leurs compétences et ça m'amène, au dernier point, c'est que pour en bénéficier, il est important quand on est un porteur de projet et qu'on veut faire fabriquer en France, c'est de pouvoir se rendre crédible et intéressant pour nos interlocuteurs. Je vous l'ai dit, l'état du maillage industriel français aujourd'hui, il est en pleine reconstruction. On a des acteurs qui ont beaucoup souffert, qui ont parfois de la demande et qui ont aussi été beaucoup déçus. Donc il faut vraiment pouvoir accroître sa crédibilité. Déjà en montant en compétence sur les sujets techniques, seul ou accompagné par un bureau d'études pour avoir une vraie démarche professionnelle et pas, juste dire, à votre industriel: «Je veux tel produit», parce que lui, son rôle, c'est pas de faire la partie création, c'est pas un lui, il est dans la fabrication, donc l'idée, elle est de pouvoir l'engager, mais de montrer que l'impulsion, elle vient de vous, de vous montrer crédible et de montrer, c'est le deuxième point, le potentiel de votre projet. Expliquer votre stratégie. Ça, c'est quelque chose qui a trop sous-estimé. Les fabricants français sont des partenaires de long terme et donc ils vont avoir envie de se projeter sur le long terme avec vous. Expliquez-leur votre stratégie, vos besoins à l'heure actuelle, vos besoins dans le futur. Faites ressortir vraiment le potentiel de votre entreprise, de votre marque et ça encore, ce sont des choses qui se travaillent et sur lesquelles vous pouvez être accompagné. Enfin, le dernier point, et je terminerai la présentation sur ça, c'est aussi le fait de tenir compte des contraintes de votre interlocuteur, au niveau des choix des matériaux, au niveau, d'autres pratiques. On pense souvent maintenant quand on lance une entreprise à faire des campagnes de prévente, des Ulule, des kitmakers et cetera. Heu, Tous les fabricants français font pas du dropshipping, ne vont pas envoyer vos produits directement chez votre client. Il faut en tenir compte, c'est une réalité pour une fabrication française réussie, on ne peut pas, attendre, de ces industriels qui sont en pleine phase de relance, de redéploiement, qu'ils puissent avoir tous les services annexes dont vous bénéficiez à chaque fois et donc ça, quand on est entrepreneur, quand on porte une marque, c'est des choses à prévoir aussi. Je termine cette, intervention avec beaucoup de retard, mais n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Juste en vous reprécisant nos domaines d'intervention au sein du studio La Racine, on a donc, ces 3 grands piliers que sont la stratégie de marque, le design et le sourcing France avec, des points de rencontre, en fait, qui font que la stratégie de marque et le design, ils collaborent. Ce sont des métiers qui collaborent justement pour élaborer de nouvelles collections de produits, de se dire, quel produit je peux faire dans mon atelier, qui est attendu sur le marché, qui va être cohérent avec ma marque. Le design et le sourcing, ils vont être, vraiment nécessaire, c'est un dialogue permanent pour réajuster les produits aux contraintes des fabricants et donc nous, on intervient vraiment, de manière permanente en mêlant design et sourcing pour optimiser les projets de fabrication et les rendre réalisables et les optimiser à une fabrication française. Et enfin la stratégie de marque et le sourcing France, c'est aussi comment est-ce que je vais pouvoir faire valoir, cette démarche qui est de commercialiser des produits, fabriqués en France. Donc c'est aussi ces questions, de business model et de positionnement.
J'ai été très long, je prends les questions et puis on va devoir libérer la salle, mais en tout cas, n'hésitez pas, je vous réinvite à prendre rendez-vous si vous voulez poursuivre cette discussion, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre dynamisme et pour vos interactions qui sont toutes très intéressantes. Je prends les dernières questions. Il manque, tac, 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 tac. Amélie, bonjour Amélie, merci beaucoup. Effectivement, Malongo a pris, par exemple, voilà, travaillé pendant 18 mois sur le sujet pour réussir la relocalisation. C'est des vrais processus longs, hein, des processus de fabrication française. Nous, on dit que les minimums, c'est vraiment entre 6 et 9 mois. Ça se prépare, ça se prépare en amont, et c'est en repensant, c'est tout à fait, c'est en repensant le produit qu'on peut aussi rechallenger les coûts de fabrication. Il manque une liste des savoir-faire des fabricants. Alors, bah, justement, sur la source française, nous, on dresse des pages entreprises pour nos fabricants où vous retrouvez les matériaux qu'ils travaillent, les savoir-faire, leur minimum de commandes, les volumes de production sur lesquels ils peuvent monter. Donc, si vous avez des recherches de fabricants à faire, n'hésitez pas à les confier. Les recherches sont gratuites. On vous enverra une recommandation de fabricant adaptée à votre besoin que vous pourrez contacter ensuite pour leur présenter votre projet, avec ou sans notre intervention d'ailleurs derrière. Voir le nouveau maison de savoir-faire. Je travaille avec de nombreux artisans d'art français, ils aiment être challengés, mettre tout en œuvre pour s'adapter et surtout s'ils voient que vous vous passionnez pour ce savoir-faire. Merci beaucoup, tout ne peut pas être fait exactement. Merci pour votre témoignage Laetitia. Merci, très intéressant, mais merci beaucoup. C'est clair, un discours d'ingénieur qui me percute. Formidable. Merci beaucoup à vous. J'ai été ravi d'être là aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis d'échanger, que ce soit Tiffany ou moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.